L'anime débute en nous introduisant au protagoniste, Satoru, un homme de 37 ans qui vit ce que beaucoup considéreraient comme un rêve. Il a une carrière épanouissante, parfaitement alignée avec ses aspirations. Cependant, derrière cette réussite, Satoru cache une facette plus intime de sa vie. Il est toujours célibataire, n'a jamais eu de petit ami et est toujours puceau. Malgré cela, Satoru ne semble pas en être affecté et accepte son sort avec une certaine sérénité. Un jour, Satoru rencontre un de ses jeunes collègues, Tamu, qu'il informe de ses fiançailles. Tamu lui présente alors sa future épouse, Mio, une jeune femme douce et réservée. Avec une politesse sincère, Satoru se présente à elle, souhaitant par ce geste montrer son respect. Tamu, enthousiaste, invite alors Satoru à les accompagner pour un repas afin de célébrer cette étape importante de sa vie. Une invitation que Satoru accepte volontiers, souhaitant féliciter les jeunes fiancés dignement. Cependant, ce moment de quiétude et de joie est brutalement interrompu. Un inconnu, l'air dérangé et un couteau à la main, surgit et se dirige directement vers Tamu avec l'intention manifeste de le blesser. Satoru, sans hésiter, s'interpose et écarte Tamu de la trajectoire du fou. Malheureusement, ce geste héroïque lui coûte cher. L'assaillant le poignarde et prend la fuite, laissant Satoru gravement blessé. Alors que Tamu, choqué, tente d'appeler une ambulance, Satoru ressent une intense chaleur l'envahir. À ce moment précis, une présence mystérieuse se manifeste en lui. Une entité commence à lui accorder diverses compétences pour le préserver. D'abord, elle lui offre une résistance à la chaleur. Puis, alors que Satoru se demande s'il va succomber à ses blessures, l'entité lui accorde une résistance accrue aux coups et aux attaques physiques, et même une insensibilité à la douleur. Enfin, elle modifie son corps, le rendant capable de survivre sans dépendre de sang, pour pallier sa perte de sang critique. La douleur, bien que diminuée, reste intense, et dans un dernier acte de lucidité, Satoru demande à Tamu de détruire le disque dur de son ordinateur personnel, un souhait qu'il considère comme son dernier. Tamu accepte, confus mais respectueux des derniers désirs de son supérieur. L'entité continue de conférer à Satoru diverses compétences, et lui, dans un mélange d'ironie et de fatalité, se promet de profiter pleinement de la vie dans une prochaine existence, s'il en a l'occasion. En réponse, l'entité lui octroie la compétence Dévoreur, une capacité unique qui lui permettra d'acquérir les caractéristiques de ce qu'il consomme. Alors que la vie semble le quitter, Satoru, au seuil de la mort, commence à envisager ce qu'il aurait pu accomplir. Il se surprend à rêver d'avoir été un sage, un homme d'une grande sagesse. L'entité, attentive à ses pensées, lui accorde alors la compétence Grand Sage, avant que sa conscience ne s'éteigne. Cependant, ce n'est pas la fin pour Satoru. Il reprend connaissance, bien que de manière étrange. Il est conscient, mais privé de ses sens humains. Après quelques moments d'incertitude, il découvre qu'il s'est réincarné en une petite créature visqueuse, un slime au fond d'une caverne. Curieux de son nouvel état, Satoru commence à explorer ses capacités. Il n'a plus besoin de se nourrir, ni de dormir. Il teste sa compétence de dévoreur en consommant des plantes qu'il trouve autour de lui. Une voix intérieure, celle du grand sage, lui révèle que les plantes sont magiques et curatives. Satoru se rend compte qu'il peut stocker ses herbes dans son estomac et envisager de fabriquer des potions curatives. Il absorbe également des minerais précieux, appelés pierres rouges, réalisant qu'il pourrait avoir une grande valeur. Un jour, au cours de son exploration, Satoru tombe sur un mur d'énergie pure, un puissant sceau magique. Derrière ce mur se trouve un dragon majestueux, Veldora, emprisonné depuis 3 siècles. Bien qu'il ne possède ni yeux ni bouche, Satoru parvient à communiquer avec lui, car Veldora peut lire dans ses pensées. Intrigué par cette créature inhabituelle, Veldora décide de l'aider et lui confère la capacité de sens magique, lui permettant de percevoir les particules magiques de son environnement et de recouvrer la vue. Reconnaissant, Satoru est ému de pouvoir enfin voir à nouveau. Veldora, en retour, se présente. Il est l'un des 4 rois dragons du monde. Intrigué par l'étrangeté de Satoru, il lui demande qui il est vraiment, sachant que les slimes ne sont normalement pas dotés d'une conscience humaine. Satoru lui confie alors qu'il était autrefois humain, ce qui surprend Veldora. Il comprend que Satoru est un
réincarné. Un être que de puissantes entités invoquent parfois dans ce monde, mais souvent sous une malédiction pour limiter leur liberté. Intrigué, Satoru interroge Veldora sur sa propre situation. Le dragon révèle qu'il a été scellé il y a 3 années par une héroïne masquée qui a utilisé un sortilège d'enfermement illimité. Il raconte également que certaines âmes peuvent arriver dans ce monde de 2 façons, en voyageant volontairement d'un monde à l'autre, ou par invocation, un rituel nécessitant 30 mages puissants. Touché par la solitude que Veldora endure depuis 300 ans, Satoru ressent une profonde empathie pour lui. Il se remémore sa propre solitude et, dans un élan de générosité, lui propose de devenir son ami. Cette proposition ébranle le dragon, qui accepte avec gratitude, réalisant qu'il vient de trouver un compagnon dans cette éternité d'isolement. Ainsi débute l'amitié entre Satoru, ancien humain réincarné en slime, et Veldora, le puissant dragon prisonnier. Un lien qui promet de les mener à des aventures inattendues. Alors que Rimuru continue d'explorer son environnement et les mystères de ce monde, une pensée le traverse. Comment pourrait-il libérer Veldora de ce sceau qui le retient prisonnier depuis des siècles? Cette idée commence à mûrir en lui, éveillant un profond sentiment d'amitié et de responsabilité envers le dragon qui l'a aidé à se familiariser avec sa nouvelle existence. Observant les efforts de Rimuru pour trouver une solution, Veldora se prend à penser que son nouvel ami est vraiment quelqu'un de bon. Rimuru tente alors une première approche audacieuse. Il active sa compétence dévoreur, dans l'espoir d'absorber l'Enciero Limitado qui retient Veldora, mais l'opération échoue. Intrigué et résolu, il fait appel au grand sage pour analyser le sceau et examiner d'autres solutions potentielles. Après un moment de réflexion, le grand sage lui propose une idée complexe. Pour libérer Veldora, il faudrait briser le sceau de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Rimuru propose alors au dragon de résister temporairement dans son estomac, un espace magique et sans limite, où il pourrait l'absorber avec le sceau, tandis que Veldora pourrait tenter de l'affaiblir de l'intérieur. Cette stratégie risque de prendre du temps, mais elle laisse au dragon un espoir que lui-même n'avait plus envisagé depuis des siècles. Veldora, conscient qu'il s'affaiblit peu à peu avec le temps, accepte la proposition avec gratitude. Avant de se fondre dans le plan de son ami, il décide toutefois de lui donner un nom, sachant que dans ce monde, les noms s'impriment profondément dans l'âme et confèrent à leur porteur une évolution unique. En réponse, Rimuru propose que Veldora porte le nom de Tempeste comme nom de famille, un choix qui emplit le dragon d'une joie inattendue. Ému par ce geste, Veldora baptise son compagnon Rimuru Tempeste, un nom puissant qui, dès lors, fait vibrer l'âme de Rimuru, comme s'il accédait à un potentiel jusqu'alors insoupçonné. Encouragé par cet échange, Rimuru passe à l'action et utilise Dévoreur pour absorber Veldora et le sceau. Le grand sage commence à analyser les mystères de l'Enciero Limitado et, décidé à quitter cet endroit qui lui est désormais trop familier, Rimuru entreprend de trouver une sortie de la caverne. En chemin, il expérimente avec sa nouvelle compétence et absorbe divers objets rencontrés, développant peu à peu de nouvelles capacités. Arrivé près d'un lac souterrain, il découvre qu'il peut maintenant maîtriser l'élément eau. Fasciné, il met au point une technique puissante, une lame d'eau tranchante. Quelques jours plus tard, il tombe sur un imposant serpent noir. La créature menaçante l'attaque sans préavis. Coincé, Rimuru utilise sa lame d'eau pour décapiter le serpent et, curieux d'en apprendre davantage, applique Dévoreur pour absorber les capacités de la bête. Les pouvoirs du serpent sont désormais siens, lui offrant ainsi de nouvelles possibilités de transformation et de combat. Peu à peu, Rimuru teste ses nouvelles compétences et rencontre plusieurs monstres qu'il élimine pour s'en approprier les capacités. Avec chaque victoire, il devient plus fort et plus ingénieux, gagnant des pouvoirs variés, comme la capacité de tisser des fils d'une grande résistance. Au bout de quelques jours, il rencontre une énorme chauve-souris, dont l'absorption lui permet de développer une compétence d'ultrason, lui rendant la parole et la communication. Après un mois d'exploration intensive, Rimuru finit par atteindre la sortie de la caverne, qui prend la forme d'une gigantesque porte en pierre. Au même moment, 3 aventuriers pénètrent dans la grotte, et Rimuru les observe discrètement. Grâce à son sens magique, il comprend leur langage, réalisant
réalisant qu'il possède désormais la capacité de comprendre les autres créatures de ce monde. L'un des aventuriers utilise une compétence de furtivité, rendant le groupe invisible pour s'introduire plus profondément dans la caverne. Rimuru, opportuniste, en profite pour sortir enfin de cet environnement confiné. Il se retrouve dans la vaste forêt de Jura, et ses pensées reviennent instantanément à Veldora. Bien qu'absorbé, il ressent la présence persistante de son ami quelque part en lui, une impression réconfortante qui lui fait pressentir que le dragon n'a pas complètement disparu. Rimuru se met en route pour explorer le monde extérieur, mais bientôt, il rencontre un groupe de gobelins en proie à la panique. Les créatures frêles et craintives ont détecté son imposante aura et, terrifiés, lui demandent de l'aide. Les gobelins le conduisent jusqu'à leur village, où il rencontre leur chef, un vieux gobelin sage mais épuisé par les récents événements. Celui-ci explique que depuis la disparition de Veldora, qui maintenait l'ordre dans la forêt, des créatures puissantes et hostiles menacent les gobelins, et notamment une meute de loups féroces qui les harcèlent régulièrement. Face à cette détresse, le chef implore Rimuru de protéger son peuple. Rimuru, intrigué, utilise son sens magique pour observer son propre reflet en troisième personne, découvrant ainsi l'aura imposante qu'il aimait malgré lui. Il décide alors de la dissimuler, pensant que cela rassurera les gobelins. Le chef des gobelins, désormais convaincu de la bienveillance de Rimuru, lui révèle que leur village a subi de lourdes pertes face aux loups et le supplie de mettre fin à leurs attaques. Rimuru lui demande ce qu'il obtiendrait en échange, cherchant à maintenir son apparence de créature puissante et sage. Le chef des gobelins lui promet alors la loyauté éternelle de son peuple, tandis que cette promesse réveille en lui des souvenirs de son ancienne vie, de ses collègues et subordonnés. Rimuru ressent une profonde nostalgie et réalise qu'il ne peut ignorer leurs demandes. Il se sent en partie responsable de la disparition de Veldora, qui a laissé un vide de pouvoir dans cette région. Soudain, des hurlements de loups retentissent au loin, plongeant les gobelins dans une terreur immédiate. Pensant que tout est perdu, il s'agite et se prépare à fuir, mais Rimuru sort de la tente et les rassure. Il leur promet qu'il les protégera, endossant le rôle de gardien que Veldora aurait joué s'il avait été libre. En entendant ces mots, les gobelins retrouvent espoir et s'inclinent respectueusement devant lui, l'acceptant comme leur nouveau chef et protecteur. Par ce geste, Rimuru devient non seulement le défenseur des gobelins, mais aussi le symbole d'un renouveau et d'un espoir inattendu pour ces créatures autrefois perdues. Après avoir pris la décision de devenir le protecteur du village, Rimuru, déterminé à aider les gobelins, décide de rendre visite aux blessés. En arrivant, il découvre avec consternation que la majorité d'entre eux souffrent de blessures graves, certaines mettant en jeu leur vie. Le silence pesant dans l'abri des blessés est brisé par ses pas alors qu'il s'approche d'eux. Face à cette situation critique, Rimuru décide de prendre une initiative audacieuse et peu conventionnelle. Il utilise sa compétence dévoreur pour absorber l'un des gobelins blessés. Les autres gobelins, choqués et incertains de ce qui vient de se passer, le regardent avec anxiété. Quelques instants plus tard, Rimuru recrache le gobelin, complètement guéri. Le protagoniste explique qu'il a utilisé une potion d'herbe curative stockée dans son corps pour soigner le gobelin. Ce miracle dissipe rapidement les doutes des monstres, qui le regardent désormais avec admiration et espoir. Constatant que cette méthode fonctionne, Rimuru décide de soigner tous les blessés de la même manière, un par un. Les gobelins, submergés de gratitude, le remercient chaleureusement, certains allant jusqu'à s'agenouiller devant lui. Après avoir rétabli les blessés, Rimuru, toujours soucieux de protéger le village, ordonne à ses nouveaux alliés de construire une palissade autour de celui-ci. Cette barrière rudimentaire sera la première ligne de défense contre les menaces extérieures. Cependant, cette nuit-là, une meute de loups gigantesques s'approche. Le chef de la meute, en imposant loup au regard perçant, lance un ordre d'attaque. Mais à la vue de Rimuru, se tenant calmement devant les gobelins, les loups s'arrêtent, intrigués par son aura écrasante. Rimuru, dans un ton calme mais autoritaire, leur demande de quitter les lieux pour éviter un bain de sang inutile. Malgré cet avertissement, le loup ignore ses paroles et pousse ses compagnons à attaquer. Les fils renforcés de Rimuru se déploient alors, piégeant les assaillants dans un réseau infranchissable. Cette diversion permet aux gobelins de contre-attaquer, révélant leur détermination à défendre leur village. Furieux, le chef des loups se précipite directement sur Rimuru, mais celui-ci le neutralise avec aisance à l'aide de ses fils magiques. Puis, d'un mouvement précis, il utilise sa lame d'eau pour décapiter le chef de la meute. Après le combat, Rimuru utilise sa compétence dévoreur
pour absorber le corps du loup et acquérir ses capacités. Transformé en loup, il utilise ce nouveau corps pour communiquer avec la meute. Mais au lieu de donner un ultimatum, il leur offre une chance de vivre en paix et de rejoindre la communauté. Impressionnés par sa puissance et son charisme, les loups se soumettent et jurent allégeance à leur nouveau maître. Le lendemain, Rimuru réunit les gobelins et les loups pour annoncer un plan qui changera leur quotidien. Chaque gobelin sera associé à un loup, formant ainsi des binômes capables de travailler ensemble pour chercher des ressources et renforcer le village. Cette collaboration marque un nouveau départ pour les deux espèces, qui apprennent à vivre ensemble. C'est à ce moment que Rimuru réalise que personne dans le village ne possède de nom. Décidé à changer cela, il commence à nommer chaque membre de la communauté, un par un, déclenchant une immense joie parmi eux. Le chef des gobelins devient Rigurd, et son fils, plus jeune et ambitieux, est nommé Rigu. Rimuru continue ainsi jusqu'à ce que tous les gobelins aient un nom. Vient ensuite le tour des loups. Rimuru nomme le fils de l'ancien chef Ranga, un nom qui emplit le jeune loup d'un mélange de fierté et d'émotion. Cependant, attribuer des noms consomme une grande quantité de magie, et après avoir nommé tous les membres de la communauté, Rimuru s'effondre, épuisé. Il tombe dans un profond sommeil et reste inconscient pendant 3 jours. À son réveil, il est accueilli par Rigurd, dont l'apparence a radicalement changé. Grâce au pouvoir du nom qu'il a reçu, le gobelin a évolué, devenant plus grand, plus fort et affichant une posture noble. Peu après, Ranga entre dans la tente, son corps également transformé. En voyant que Rimuru est en bonne santé, le loup montre sa joie en remuant sa queue avec énergie, mais dans son enthousiasme, il détruit accidentellement la tente. Rimuru se rend compte que non seulement Rigur et Ranga ont évolué, mais aussi tous les gobelins. Curieux, il convoque les loups et interroge Ranga sur cette transformation collective. Le loup lui explique que leur espèce est interconnectée et que lorsqu'il a reçu un nom en tant que chef, tous les membres de la meute ont évolué en même temps. Ranga révèle également que leur race porte désormais le nom de Loup Tempête, en hommage à Rimuru. Réunissant toute la communauté, Rimuru établit 3 règles fondamentales. Ne jamais attaquer les humains, ne pas se battre entre eux et respecter toutes les autres races. Ces règles visent à instaurer un climat de paix et de respect dans le village. Ensuite, il commence à attribuer des rôles précis à chacun pour organiser la vie communautaire. Cependant, il se rend rapidement compte que les gobelins ne sont pas très compétents en construction ou en fabrication de vêtements. Rigurd, toujours soucieux d'aider, suggère que les nains, reconnus pour leur talent dans ces domaines, pourraient être d'une grande aide. En entendant cela, notre protagoniste décide de se rendre dans la célèbre cité des nains, Wargon, pour y chercher du soutien et renforcer les bases de son village grandissant. Déterminé à améliorer la vie de sa communauté naissante, Rimuru décide de former une petite expédition pour partir à la recherche des nains, réputés pour leur talent d'artisans. Parmi les volontaires, un jeune gobelin du nom de Gobuta se porte guide. Bien qu'un peu maladroit, il connaît le chemin menant à Wargon, la célèbre cité des nains. Le voyage commence sous de bons auspices, les membres du groupe chevauchant des loups pour avancer rapidement. Cependant, après plusieurs heures de route, Rimuru décide de faire une halte pour permettre à tout le monde de se reposer. Alors que le groupe installe un campement improvisé, Rimuru engage une conversation avec Ranga, son fidèle compagnon. Il lui demande avec une certaine hésitation s'il lui en veut encore pour avoir tué son père, l'ancien chef de la meute. Ranga, avec un calme empreint de sérénité, exprime au contraire une profonde gratitude. Il dit que Rimuru, loin d'être un ennemi, lui a offert une nouvelle vie en épargnant sa meute et en lui donnant un nom, un cadeau qui a changé son existence. Rassuré par cet échange, Rimuru donne le signal pour repartir. Le groupe poursuit son périple, traversant forêt et vallée pendant 3 jours grâce à la rapidité des loups. À leur arrivée devant les imposantes portes de Wargon, Rimuru est immédiatement impressionné par l'architecture massive et les détails finement sculptés qui ornent l'entrée de la cité. Soucieux de ne pas attirer l'attention, il décide d'entrer uniquement avec Gobuta, laissant les autres membres du groupe attendre à l'extérieur. Se mêlant aux voyageurs, Rimuru et Gobuta rejoignent la file d'attente pour entrer dans la cité. Mais alors qu'ils patientent, un groupe de chasseurs de primes commence à semer la zizanie parmi la foule. Rimuru, agacé par leur comportement, décide de les dissuader de causer davantage de problèmes. Se transformant en loup, il pousse un hurlement puissant, espérant simplement les effrayer. Cependant, son cri résonne dans toute la zone,
provoquant un chaos inattendu. Les gardes de Wargon, alertés par le vacarme, interviennent rapidement et arrêtent Rimuru et Gobuta, les accusant de troubler l'ordre public. Enfermé dans une cellule, Rimuru tente d'expliquer la situation au capitaine des gardes, mais ce dernier reste méfiant et refuse de croire ses explications. Leur conversation est toutefois interrompue par une urgence. Un groupe de mineurs a été attaqué dans une galerie souterraine, laissant plusieurs blessés graves. Le capitaine se retrouve confronté à un dilemme, car les réserves de potions de soins sont presque épuisées. Rimuru, saisissant une opportunité de prouver sa bonne foi, propose de produire des potions pour aider les blessés. Intrigué et désespéré, le capitaine accepte. En utilisant sa compétence unique, Rimuru fabrique rapidement une quantité suffisante de potions. Quelques heures plus tard, le capitaine revient, visiblement soulagé et reconnaissant. Il remercie Rimuru pour son aide précieuse et décide de le libérer, ainsi que Gobuta. En signe de gratitude, le capitaine les conduit chez son frère, Kaijin, un maître forgeron renommé dans tout Wargon. Kaijin, impressionnant par son charisme et sa stature imposante, exprime sa reconnaissance envers Rimuru. Les mineurs que ce dernier a sauvés font en effet partie de son équipe. Lors de leur discussion, Rimuru explique pourquoi il est venu. Il cherche des artisans pour aider son village à se développer. Kaijin, bien que désireux de l'aider, partage également ses propres difficultés. Il révèle que le ministre Vesta lui a confié une tâche irréalisable, fabriquer 20 épées de qualité exceptionnelle en seulement 5 jours. Un délai bien trop court même pour un forgeron de son niveau. Touché par le désarroi de Kaijin, Rimuru propose un marché. Il l'aidera à compléter cette commande impossible à temps, mais en échange, Kaijin devra venir au village pour enseigner aux gobelins, les aider à construire des maisons et à fabriquer des vêtements. Après une brève réflexion, Kaijin accepte. Rimuru met immédiatement son plan à exécution. Grâce à sa compétence dévoreur, il absorbe une des épées déjà fabriquées par Kaijin, l'analyse en détail et commence à en reproduire des copies parfaites. En utilisant les précieuses pierres rouges qu'il a collectées lors de ses explorations, Rimuru crée les 20 épées en un temps record. Kaijin et son équipe, stupéfaits par cette prouesse, regardent les lames briller sous la lumière, témoignant de leur qualité irréprochable. Pour célébrer cette réussite, Kaijin invite Rimuru à un établissement fréquenté par les elfes. Dès son arrivée, le slime attire directement l'attention des elfes qui, charmés par son apparence et son énergie particulière, l'entourent avec enthousiasme. Rimuru, d'abord surpris par cet accueil, se laisse finalement porter par l'ambiance joyeuse. Après des jours de travail acharné et de défis, il profite de ce moment rare de détente et de camaraderie, se réjouissant de plus en plus de cette nouvelle vie remplie de découvertes et d'amitiés inattendues. Alors que notre protagoniste savoure l'ambiance chaleureuse de l'établissement des elfes, l'une d'entre elles s'approche avec un sourire énigmatique. Elle lui propose de jeter un coup d'œil à son avenir. Intrigué par cette idée, Rimuru accepte sans hésitation. L'elfe saisit alors une boule de cristal scintillante et commence sa divination. Ses gestes gracieux captent l'attention de tous, et un silence respectueux s'installe. Peu après, une autre elfe, visiblement dotée d'une aura encore plus mystérieuse, intervient. Elle suggère d'aller plus loin. Pourquoi ne pas explorer l'avenir de la personne destinée à partager sa vie? Le slime, surpris mais curieux, accepte une fois de plus. Avec une délicatesse presque rituelle, l'elfe active ses pouvoirs et une image commence à se former dans la boule de cristal. À travers le verre brillant, Rimuru distingue les traits d'une jeune femme inconnue. Son apparence évoque clairement ses origines japonaises, tout comme lui. Ce détail, chargé de nostalgie, frappe Rimuru de plein fouet, lui rappelant son ancienne vie. Il reste silencieux, captivé par cette vision. Qui est-elle? Et pourquoi le destin semble la relier à lui? Mais ce moment intime est brutalement interrompu. Une voix rauque et méprisante retentit. C'est le ministre Vesta qui fait irruption dans l'établissement. Son regard dédaigneux balaie la pièce avant de se fixer sur Rimuru. Avec un ton sarcastique, il commence à l'insulter, le qualifiant de monstre insignifiant et vulgaire. Comme pour appuyer ses paroles, il renverse délibérément une chope de bière sur Rimuru, cherchant à l'humilier publiquement. Malgré la provocation, Rimuru reste d'un calme olympien. Il choisit de ne pas réagir, conscient que répondre ne ferait qu'aggraver la situation. Mais cette retenue n'est pas partagée par Kaijin, qui, témoin de l'injustice, perd patience. Dans un éclat de colère, le forgeron assène un coup puissant au ministre. Le bruit sourd de l'impact choque l'ensemble des clients présents. Furieux et humilié, Vesta ordonne immédiatement l'arrestation de Kaijin, de ses compagnons et de Rimuru.
Les soldats obéissent sans poser de questions, et tout le groupe se retrouve enfermé dans une cellule. Là, Kaijin, accablé, présente ses excuses à ses collègues pour les avoir entraînés dans cette situation. Il profite également de ce moment pour confier à Rimuru un chapitre sombre de son passé. Autrefois, Kaijin était une figure respectée parmi les troupes royales de Wargon. Vesta, qui n'était alors que son assistant, nourrissait une jalousie maladive à son égard. Cherchant à gravir les échelons, il accusa Kaijin d'un accident qu'il avait lui-même causé, ruinant ainsi sa carrière. Cette trahison marqua profondément Kaijin, mais il n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer sa douleur jusqu'à maintenant. Après avoir raconté son histoire, Kaijin fait une déclaration solennelle. Il annonce qu'il souhaite désormais travailler pour Rimuru. Ce dernier, touché par cette marque de loyauté, accepte avec plaisir. Kaijin et Rimuru se serrent la main, scellant ainsi un pacte de confiance. Les compagnons de Kaijin, inspirés par son choix, déclarent également vouloir suivre le slime, renforçant l'esprit d'unité du groupe. Lorsque la nuit tombe, la cellule plonge dans le silence et tous s'endorment, sauf Rimuru, perdu dans ses pensées. Soudain, Gobuta, qui avait dormi profondément, se réveille en sursaut. Le chef, voyant son enthousiasme, lui demande de rester discret et de ne pas intervenir davantage. Il préfère que Gobuta ne soit pas impliqué dans le procès à venir. Le lendemain, Rimuru, Kaijin et les autres sont conduits devant le tribunal royal, une grande salle majestueuse dominée par la présence imposante du roi Garzel Douargo. Le procès débute mal. L'avocat censé défendre le groupe se retourne contre eux, clairement corrompu par Vesta. Les accusations s'enchaînent et la sentence tombe rapidement. Kaijin et ses compagnons sont condamnés à des travaux forcés dans les mines. Alors que l'espoir semble perdu, le roi Garzel intervient d'une voix forte et autoritaire. Il interroge Kaijin, lui proposant de retrouver son ancien poste parmi les troupes royales. À la surprise générale, Kaijin refuse catégoriquement. Il explique qu'il a trouvé un nouveau maître en la personne de Rimuru et qu'il souhaite désormais le servir. Impressionné par sa loyauté, Garzel modifie la sentence. Kaijin et ses hommes seront exilés du royaume. Son sujet accepte cette décision avec dignité, voyant dans cet exil une opportunité de repartir à zéro. Avant de quitter le tribunal, Garzel se tourne vers Vesta et le réprimande sévèrement pour ses actions. Submergé par la honte et la culpabilité, le ministre s'effondre en larmes, réalisant que sa jalousie l'a conduit à saboter sa propre réputation. De son côté, Kaijin fait ses adieux à son frère dans une scène empreinte d'émotion. Puis, accompagné de ses fidèles compagnons, il suit Rimuru vers le village des gobelins. Le voyage du retour est marqué par une détermination renouvelée. Ensemble, ils sont prêts à bâtir un avenir prospère pour leur nouvelle communauté. Dans un changement de décor, nous retrouvons le groupe d'aventuriers ayant exploré la grotte de Veldora. Ces explorateurs, membres d'une guilde influente du royaume de Bluemond, avaient été mandatés pour une mission cruciale: évaluer l'état de la forêt de Jura après la mystérieuse disparition du dragon légendaire. Avant de quitter la capitale de Bluemond, les aventuriers croisent une jeune femme mystérieuse nommée Shizu. À la surprise générale, elle n'est autre que la femme que Rimuru avait aperçue dans sa vision de l'avenir. Dotée d'un regard empreint de calme et de détermination, Shizu demande poliment à rejoindre leur expédition. Les aventuriers, intrigués par son aura singulière, acceptent sans hésitation. Pendant ce temps, au cœur de son village en pleine effervescence, Rimuru continue de superviser son développement. Grâce à la collaboration avec Kaijin et les nains, les gobelins apprennent rapidement l'art de la construction. Le village, autrefois précaire, se transforme en un lieu accueillant doté de maisons solides et bien construites. L'arrivée de nouveaux villages gobelins, attirés par la réputation grandissante de Rimuru, pousse ce dernier à nommer encore plus de gobelins, leur permettant d'évoluer. Chaque nom confère aux nouveaux arrivants un sentiment d'appartenance et renforce leur loyauté. Rimuru remarque également Gobuta, particulièrement actif ces derniers temps. Avec un enthousiasme débordant, ce dernier enseigne à ses pairs une technique qu'il a récemment maîtrisée, l'invocation de leur compagnon loup pour échapper à des situations délicates. Gobuta raconte avec fierté comment il a utilisé cette méthode pour s'échapper de Wargon. Inspiré par ses exploits, les autres gobelins s'efforcent de reproduire cette technique avec dévouement. Un jour, Rigur devient la rencontre de Rimuru avec des nouvelles importantes. Il informe son chef que 4 aventuriers ont été aperçus dans la forêt de Jura. Bien que leur présence semble pacifique, Rimuru décide de partir en reconnaissance pour comprendre leurs intentions.
mission. De leur côté, les aventuriers font face à un grave danger. Attaqués par une horde de monstres féroces, ils peinent à se défendre. C'est alors que Shizu, jusque-là discrète, dévoile ses incroyables pouvoirs de feu. Utilisant une maîtrise impeccable de cet élément, elle élimine les créatures avec une puissance qui laisse ses compagnons sans voix. C'est à cet instant précis que Rimuru apparaît, émergeant des ombres. Il est profondément surpris de croiser Shizu si rapidement, reconnaissant instantanément son visage. Après un échange cordial, Rimuru invite les aventuriers et Shizu à son village pour se reposer et récupérer. Une fois arrivé, il écoute avec attention le récit de leur mission, prenant note des défis qu'ils ont affrontés dans la forêt. Conscient de leur état de fatigue, il leur offre l'hospitalité et leur propose de rester autant qu'il le faudra. Plus tard, Rimuru organise une rencontre en tête-à-tête avec Shizu. Pendant cette conversation, elle lui révèle une vérité étonnante. Comme lui, elle vient du Japon. Sa voix, bien que calme, est empreinte de nostalgie. Shizu raconte également son passé tragique. Elle a été invoquée dans ce monde il y a de nombreuses années par un roi démon nommé Léon. Ce dernier, froid et calculateur, l'a utilisée comme hôte d'une créature élémentaire terrifiante appelée Ifrit. Depuis, Ifrit réside en elle, un fardeau qu'elle porte avec douleur. Touché par son récit, Rimuru décide d'utiliser une de ses capacités uniques pour partager avec Shizu les fragments de ses souvenirs. Par ce biais, il lui montre des images du Japon moderne, tel qu'il est aujourd'hui. Les scènes familières ravivent des émotions enfouies en Shizu, qui est à la fois émerveillée et bouleversée. Cependant, cet instant d'intimité est écourté lorsque Shizu commence à ressentir une douleur intense. Rimuru, inquiet, interrompt immédiatement ses capacités pour éviter de lui causer davantage de souffrance. Peu de temps après, Kaijin fait irruption pour convoquer Rimuru à une affaire urgente. S'excusant auprès de Shizu, il quitte la pièce, laissant la jeune femme seule avec ses pensées. En silence, Shizu se replonge dans ses souvenirs, des fragments de son passé qui l'assaillent. Elle revoit son enfance marquée par le chaos, une zone de guerre ravagée par la violence, où elle luttait pour survivre. C'est dans ce contexte désespéré que Léon, le redoutable roi démon, l'a invoqué dans ce monde. Sans une once de compassion, il a décidé de l'utiliser comme réceptacle pour Ifrit, un esprit de feu aussi puissant que destructeur. Cette fusion forcée a marqué le début d'une existence remplie de souffrance et de lutte pour Shizu, un poids qu'elle porte encore en elle, aussi bien dans son esprit que dans son corps. À partir de ce moment, l'emprise d'Ifrit sur Shizu se renforce, prenant périodiquement le contrôle de son corps et de son esprit. Ces épisodes, imprévisibles et dévastateurs, laissent Shizu aux prises avec les conséquences d'actions qu'elle ne peut empêcher. Des années plus tard, Shizu tisse un lien étroit avec une âme sœur, une personne qui devient une compagne de confiance. Ensemble, elles sauvent une petite créature en danger, leur collaboration offrant une lueur d'espoir au milieu de la vie tumultueuse de Shizu. Cependant, ce court répit tourne au cauchemar lorsqu'Ifrit reprend le contrôle. Dans un retournement tragique, Shizu, sous l'influence d'Ifrit, finit par tuer à la fois son ami et la créature qu'ils avaient sauvée. L'horreur de cet événement la brise, la laissant en larmes face à son incapacité à maîtriser l'entité élémentaire qui réside en elle. Hantée par ce souvenir, Shizu décide de poursuivre sa quête de réponse. Alors qu'elle se prépare à quitter le village de Rimuru, le slime lui offre l'opportunité de rester plus longtemps, percevant le poids qu'elle porte. Mais Shizu décline doucement, déterminée à affronter Léon, le seigneur démon responsable de son sort. Rimuru, comprenant sa résolution, lui assure qu'elle aura toujours une place dans le village si elle choisit d'y revenir. Alors que Shizu prend congé, un changement inquiétant se produit. Ses pas vacillent et elle presse sa poitrine, submergée par une douleur soudaine. Avant que quiconque ne puisse réagir, Ifrit se réveille, prenant entièrement possession de son corps. Sa gentillesse disparaît, remplacée par une rage ardente et une puissance écrasante. Les villageois regardent pétrifiés, alors que Shizu se transforme, des flammes dansant autour d'elle. Conscient du danger imminent, Rimuru ordonne immédiatement à Rigurd d'évacuer le village, donnant la priorité à la sécurité des gobelins et des autres habitants. Pendant ce temps, Ifrit, totalement déchaîné, invoque une horde de démons de feu, chacun déterminé à semer le chaos et la destruction dans le village. Face à cette dévastation, les trois aventuriers se mobilisent pour aider Rimuru à sauver Shizu. Ensemble, ils affrontent les démons invoqués, leurs forces combinées parvenant à peine à contenir l'assaut. Au milieu du chaos, Rimuru appelle Ranga, le fidèle loup tempête, pour l'aider à esquiver les attaques incessantes d'Ifrit. La vitesse et l'agilité de
de Ranga permet à Rimuru de se déplacer habilement sur le champ de bataille, évitant avec précision les frappes brûlantes. Saisissant une opportunité, Rimuru absorbe un sort d'Eren, la sorcière parmi les aventuriers. Cette nouvelle capacité lui permet d'éliminer plusieurs démons en un seul coup, renversant temporairement le cours de la bataille. Mais le combat prend une tournure dramatique lorsqu'un des démons d'Ifrit se détruit, provoquant une énorme explosion. Les aventuriers sont pris dans la déflagration et subissent de graves blessures. Voyant leur état, Rimuru ordonne à Ranga de les transporter en lieu sûr. Le loup obéit sans hésiter, emportant les aventuriers blessés et laissant Rimuru seul face à Ifrit. Imperturbable, Ifrit se multiplie, créant une armée de clones enflammés pour entourer Rimuru. Sans se laisser intimider, Rimuru utilise une capacité récemment acquise pour éradiquer instantanément les clones. Furieux, Ifrit crée un immense cercle de feu, un spectacle de destruction qui laisse les spectateurs bouche bée. Alors que l'enfer enflammé se referme sur lui, Rimuru reste indemne, son immunité naturelle aux températures extrêmes rendant l'attaque inefficace. Profitant de l'ouverture, Rimuru contre-attaque avec des fils renforcés, piégeant Ifrit avant qu'il ne puisse se retirer. Pris au dépourvu, l'élémentaire lutte pour se libérer, mais les fils restent fermes. Se rendant compte de sa situation désespérée, Ifrit lance une autre attaque dévastatrice dans un ultime effort, mais Rimuru absorbe le coup avec aisance, ses défenses restant invincibles. Avec Ifrit désormais vulnérable, Rimuru active sa compétence dévoreur. Dans un mouvement final et décisif, il engloutit l'élémentaire, l'entraînant dans le vide de son estomac. Dans cette prison métaphysique, Ifrit reprend conscience, désorienté et furieux. Mais sa rage se transforme rapidement en stupeur lorsqu'il rencontre une présence inattendue, Veldora, le dragon tempête. La silhouette imposante et l'aura écrasante du dragon laissant Ifrit sans voix, alors qu'il réalise qu'il a été livré au repère d'un être bien plus puissant que lui. Le jour suivant, Rimuru cherche un moment de calme avec Shizu, sentant qu'elle souhaite partager davantage sur la vie qu'elle a menée après avoir été invoquée par Léon. Assise à ses côtés, elle commence à raconter son histoire. Sa voix imprégnée du poids des années remplies de difficultés et d'espoir. Son récit transporte Rimuru dans le passé, à une époque où Léon, le seigneur démon qu'il avait invoqué, lui avait confié la garde d'un magnifique château. Bien que ce rôle fût en honneur, il s'accompagnait d'une immense responsabilité. Un jour fatidique, la héroïne qui avait scellé Veldora apparut, défiant l'autorité du château. Déterminée à accomplir son devoir, Shizu affronta la guerrière dans un combat, mais malgré sa force redoutable et le pouvoir d'Ifrit, l'aventurière la vainquit sans effort. À la surprise de Shizu, la héroïne s'abstint de porter un coup fatal. Au lieu de cela, elle tendit la main avec bienveillance et entama une conversation. Touché par la curiosité et la gentillesse de cette femme, Shizu ouvrit son cœur, révélant la vérité douloureuse de son existence en tant que réceptacle d'Ifrit. Plutôt que de la rejeter, la héroïne proposa de guider Shizu, l'aidant à maîtriser l'entité ardente en elle. En signe de leur lien, la combattante offrit à Shizu un masque semblable au sien, symbole de son cheminement vers le contrôle de ses tourments intérieurs. Pendant un temps, Shizu voyagea avec elle, apprenant des techniques et gagnant en confiance. Leur lien se renforça, et pour la première fois, Shizu ressentit qu'elle avait une place dans ce monde étranger. Cependant, leurs chemins finissent par se séparer. L'aventurière, contrainte par sa propre quête, laissa Shizu poursuivre seule son voyage. Bien que peinée, Shizu continua d'avancer, traçant sa propre voie. Au cours de ses voyages, elle rencontra des enfants venus d'autres mondes, des âmes perdues comme elle. Elle les a pris sous son aile, devenant à la fois une mentor et une protectrice, leur offrant guidance et compagnie. Mais même en trouvant un semblant de réconfort en aidant ses enfants, l'obscurité en elle grandissait. La volonté d'Ifrit devint de plus en plus difficile à contenir, et sa présence brûlante menaçait de la consumer entièrement. Réalisant qu'elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule, Shizu décida de chercher Léon, celui qui lui avait imposé ce destin, dans l'espoir de trouver une résolution. Après avoir raconté son histoire, Shizu se tourne vers Rimuru avec une requête solennelle. Maintenant qu'Ifrit n'est plus en elle, son corps faiblit. Elle demande à Rimuru de l'absorber, souhaitant trouver la paix dans la sécurité qu'il offre. Bien que cette demande pèse lourd sur lui, Rimuru accepte finalement. Avant d'agir, il demande doucement à Shizu ce qu'elle aurait voulu dire à Léon. La réponse de la femme est empreinte de nostalgie. Elle admet qu'elle souhaitait simplement que Léon reconnaisse son humanité, qu'il valide sa vie et ses luttes. Elle exprime également son désir de voir les enfants qu'elle a protégés retourner dans leur monde respectif, où ils pourront
pourrait trouver bonheur et liberté. Touché par ces mots, Rimuru fait la promesse de trouver Léon et de veiller à ce que ses souhaits soient exaucés. Avec ce serment, Shizu lui adresse un doux sourire, plaçant sa confiance en lui. Rimuru active sa capacité unique et l'absorbe, lui offrant enfin la paix qu'elle cherchait depuis tant d'années. Par la suite, Rimuru reste immobile, réfléchissant à son sacrifice. Il est bientôt rejoint par Rigurd, Ranga et les aventuriers, venus s'assurer qu'il va bien. À leur grande surprise, ils découvrent que Rimuru possède désormais une forme humaine, étrangement familière à celle de Shizu. Cette transformation les laisse sans voix, dans un mélange de stupéfaction et de respect. Rimuru les rassemble et leur explique ce qu'il s'est passé avec Shizu, sa vie et ses derniers souhaits. La nouvelle attriste profondément les aventuriers, renforçant leur admiration pour Shizu et les sacrifices qu'elle a consentis. Malgré leur chagrin, ils décident de terminer leur mission et de rapporter leur découverte à la guilde de Bluemont. Avant de partir, ils promettent à Rimuru de parler en bien de lui et de son village, afin que les autres nations comprennent la nature pacifique de sa communauté. Reconnaissant de leur compréhension, Rimuru leur offre de nouvelles armures forgées avec soin pour améliorer leur protection. Touchés par ce geste, les aventuriers le remercient chaleureusement avant de quitter le village. Après leur départ, Rimuru décide d'honorer la mémoire de Shizu. Il construit une tombe pour elle dans une partie paisible du village, la marquant avec soin. Devant cette tombe, il fait un vœu silencieux, découvrir des informations sur les enfants que Shizu a protégés et retrouver Léon. Les derniers souhaits de Shizu reposent désormais entre ses mains et il est résolu à les accomplir, quels que soient les défis qui l'attendent. Quelques jours après, Rimuru continue à superviser la construction de son village, observant avec fierté l'évolution constante de la communauté. Les habitants, qu'ils soient gobelins, loups ou nains, travaillent de manière autonome, montrant une détermination collective. Ce progrès sans son intervention directe lui réchauffe le cœur et lui donne l'impression que le village prend vie. De retour dans sa tente, Rimuru s'arrête un instant devant le masque de Shizu qu'il a soigneusement restauré. Ce symbole de son ancien compagnon résonne comme un appel de sa promesse et de sa mission. Avec soin, il décide de le garder précieusement, non seulement comme un souvenir, mais aussi comme un outil pour contrôler ses pouvoirs. Curieux de mieux connaître sa forme humaine, Rimuru décide de s'y transformer à nouveau. Très vite, il remarque qu'il a hérité des capacités d'Ifrit. Pour tester ses limites, il crée un clone de lui-même, découvrant ainsi qu'il peut ajuster son apparence humaine selon ses envies, y compris changer de genre. Cette flexibilité l'intrigue, mais il se promet de l'utiliser avec sagesse. Rigurd interrompt bientôt ses expérimentations pour lui faire un rapport sur les avancées du village. Pendant leur discussion, Rigurd propose à Rimuru d'essayer de manger, maintenant qu'il possède un corps humain. Ce simple geste ravit Rimuru, qui décide d'organiser un grand festin pour rassembler tout le monde le soir même. Plus tard, Rimuru rejoint Rigurd et son équipe de chasse, qui se prépare à partir en quête de provisions. Il leur annonce le festin prévu, motivant le groupe avant leur départ. Cependant, Rigurd informe Rimuru que les mouvements des créatures magiques dans la forêt ont augmenté récemment, suggérant un déséquilibre. Inquiet, Rimuru invoque Ranga pour accompagner les chasseurs et surveiller toute menace potentielle. Cherchant à approfondir ses compétences, Rimuru se rend dans la grotte qui abritait autrefois Veldora. Là, il expérimente une nouvelle technique, la flamme noire, une puissance destructrice qui l'impressionne autant qu'elle l'inquiète. Conscient des dégâts qu'il pourrait causer, il décide de porter le masque de Shizu pour mieux contenir son énergie. Ce masque devient alors un outil essentiel, surtout lorsqu'il devra explorer de nouveaux territoires. Alors qu'il s'entraîne, Rimuru reçoit un appel urgent de Ranga. Le groupe de chasse est en danger. Sans perdre un instant, il quitte la grotte et se précipite pour les aider. Sur place, il découvre un groupe de 6 ogres redoutables qui ont gravement blessé plusieurs gobelins. Calmement, Rimuru commence par soigner les blessés et demande à Rigurd de se retirer pour se reposer, tandis qu'il gère la situation. Dans un premier temps, Rimuru tente de dialoguer avec les ogres, espérant éviter un affrontement. Mais le chef des ogres, méfiant, refuse toute discussion. Il accuse Rimuru d'appartenir au camp des orques, responsable de la destruction de leur village, aidé par des créatures masquées. En voyant le masque de Rimuru, le chef devient furieux et ordonne l'attaque. Rimuru esquive aisément le premier assaut et immobilise rapidement l'un des ogres avec une magie paralysante. Il piège un deuxième avec ses fils renforcés et lorsqu'en troisième charge, il bloque son coup et l'assomme d'un simple geste.
démontrant sa puissance. Voyant ses alliés neutralisés, le chef des ogres interroge Rimuru sur ses liens avec les orques. Malgré les explications de Rimuru affirmant son innocence, le chef l'ignore et lance une attaque de feu dévastatrice. Mais Rimuru, grâce à son immunité au feu, en sort totalement indemne, laissant les ogres stupéfaits. Pour mettre fin à l'affrontement sans causer de blessures inutiles, Rimuru retire son masque et déploie une démonstration impressionnante de magie noire, tirée vers le ciel. Les ogres, abasourdis par ce pouvoir écrasant, hésitent, mais le chef refuse de reculer. À ce moment, sa jeune sœur intervient, implorant son frère d'arrêter. Elle explique avoir remarqué que Rimuru n'a rien à voir avec leurs ennemis et qu'il n'est pas responsable de la destruction de leur village. Apaisé par ces paroles, le chef se calme enfin. Rimuru dissipe son pouvoir et, pour renforcer sa crédibilité, dévoile sa véritable forme de slime. Il remet ensuite le masque de Shizu au chef des ogres pour qu'il puisse l'examiner de plus près. Après une inspection attentive, le chef réalise que Rimuru disait la vérité depuis le début. Honteux de ses accusations et de son agressivité, il présente ses excuses à Rimuru, qui les accepte avec bienveillance. Notre protagoniste les invite alors au village pour qu'ils puissent expliquer leurs histoires et leurs besoins. Cette offre inattendue surprend le chef, qui finit par accepter, impressionné par la générosité de Rimuru. En chemin, Rimuru engage la conversation et découvre que les ogres n'ont pas de nom, une pratique courante dans ce monde. Rimuru réfléchit alors à une façon de les intégrer pleinement à sa communauté, voyant en eux des alliés précieux pour le futur de son village.